Bonsoir. Merci Paul. D'abord quelques mots sur l'institution que je sers et que je ne représenterai pas nécessairement dans toutes les opinions que j'exprimerai ici. Donc il y a un certain nombre de choses que je vais dire qu'il ne faudra m'attribuer qu'à moi et qui ne sont en aucun cas représentatives de positions officielles pour qu'on n'ait pas demain une dépêche d'agence qui dise le représentant du secrétariat général a dit que et a dit que, etc. Donc ça, je suis extrêmement précis sur ce point. Donc je travaille au secrétariat général de la mer, qui est un service de coordination interministérielle qui est placé dans les services du Premier ministre, et en tant que tel, je parle du secrétariat, pas de moi, nous faisons effectivement, autant que faire se peut, de la coordination entre les différentes agences ou les différents ministères qui traitent d'affaires maritimes. Et cela couvre un spectre particulièrement large. Rien que la journée d'hier, le matin, on a parlé de tsunami. L'après-midi, j'ai travaillé sur les épaves. Et en fin de journée, on a travaillé sur la piraterie, tout ça pour dégager les positions interministérielles. Donc voilà, vous voyez, donc les questions de biodiversité marine, des questions de la haute mer, les questions de la gouvernance de la haute mer sont également au nombre des sujets qui se préparent, qui se discutent, et j'y ai ma part. Et effectivement, mes collègues Mathieu, aussi bien que Salvatore ou M. Shintani, je les rencontre plutôt régulièrement à New York ou à l'UNESCO à Paris ou dans un certain nombre de colloques. J'ai également, mais ceci est pour montrer la dimension globale des affaires dont on traite, la charge d'être un peu le chef de délégation sur les questions d'extension du plateau continental devant les Nations Unies, qui est une question également que nous pourrons aborder si nous parlons de la gouvernance de la haute mer à un moment de cette fin de journée. Ayant dit cela, ayant écouté les propos plus qu'introductifs de Matthew Gianni, je me dis, comme toujours, chaque fois que je le rencontre et qu'il parle avant moi, je me dis, il a tout dit. Et en même temps, je ne suis pas satisfait de tout ce qu'il a dit, parce que je ne me retrouve pas dans ce qu'il a dit, et même certains moments, certains éléments de ce qu'il a dit, de mon point de vue, sont contestables. Par exemple, quand il dit que l'Union européenne a proposé aux Nations unies de tenir une conférence diplomatique, la position exprimée par l'Union européenne n'était pas celle-là. La conférence diplomatique était un propos intérieur à l'Union européenne. Il n'y a pas eu de consensus à l'intérieur de l'Union européenne, donc la proposition n'a pas pu être faite formellement à l'extérieur. Mais ça, c'est une parenthèse, parce que ça prouve que Mathieu est suffisamment bien informé de ce qui se passe parfois à Bruxelles, et il fait bien son travail. Deuxième élément, quand on entend Mathieu, un garçon comme moi en tout cas, je me dis qu'il est confortable d'être membre d'une ONG et non pas un représentant de gouvernement ou d'institutions publiques. Aujourd'hui, dans les questions de biodiversité marine et de haute mer, etc., quand on représente un État, on est le bad guy. Quand on est membre d'une coalition qui couvre toutes les espèces à protéger, les aires marines protégées à promouvoir, on est plutôt tendance, on est plutôt dans la bonne norme et dans le politiquement correct. Et je vous assure que parfois, c'est difficile d'être représentant institutionnel d'un gouvernement que plutôt membre d'une coalition la plus large possible. Ayant dit tous ces préliminaires, maintenant le sujet lui-même. Est-ce qu'il y a véritablement, au jour d'aujourd'hui, un problème de la haute mer et de sa gouvernance? Il faut se poser la question. Est-ce qu'il y a un vrai problème de gouvernance de la haute mer, ou est-ce qu'il n'y a pas seulement, j'allais dire, ou principalement, toute une série de mauvaises pratiques qui font que l'on cherche les moyens adéquats pour y mettre fin? Je crois que c'est comme ça qu'il faut également se poser la question. Les mauvaises pratiques, elles portent effectivement, particulièrement si l'on pense à la pêche, sur cette pêche illégale, illicite, que l'on cherche par tous les moyens à contraindre. Est-ce que, depuis quelques années que ce problème a été révélé, avéré, par le concours d'organisations comme la FAO ou des coalitions comme celle à laquelle appartient Mathieu, est-ce que les moyens ont manqué de lutter contre cela?
je dirais que oui, le seul moyen qui a manqué, c'est de faire le constat, et M. Gianni l'a fait, le seul vrai problème de la gouvernance, de mon point de vue, mais je peux me tromper, ce que je dis n'engage que moi, le seul vrai problème au jour d'aujourd'hui de la gouvernance de la haute mer est celui de la question du pavillon. Vous régleriez de façon, je dirais, contraignante, forte, la question de la loi du pavillon en haute mer, vous le supprimeriez pratiquement, mettons, vous n'auriez plus de vrais problèmes de gouvernance en haute mer. Je veux dire, ça ne sert à rien de passer par le détour de la protection de la biodiversité, de créer des aires marines protégées, de les mettre en haute mer, de se dire on va faire un réseau puisque c'est le rendez-vous 2012 de Johannesburg, etc. Si vous n'avez pas traité cette question à la racine. La racine, c'est la loi du pavillon. Tant qu'en haute mer, on reconnaît l'importance, voire le primat, voire le monopole du pavillon sur les activités des navires, vous n'avez rien fait. Vous pouvez créer tous les pavillons, toutes les aires marines protégées en haute mer, si vous n'avez pas traité la loi du pavillon, en dénonçant clairement, par exemple, les pavillons dits de complaisance, en vérifiant que les intérêts d'États développés ne sont pas eux-mêmes protégés par des États du pavillon. Je veux dire qu'il faut avoir un jour la force de dire que la vraie question de la gouvernance de la haute mer, c'est vraiment la question du pavillon. Est-ce qu'on remet en cause cette institution séculaire, et si oui, avec quels moyens et quels moyens coercitifs? Je crois que tout le reste, vous pouvez créer toutes les aires marines, encore une fois, je le dis, vous n'opposerez pas à un tiers qui a un pavillon de complaisance le fait qu'ils doivent contourner une aire marine protégée ou diminuer ses activités. Ça, pour avoir lu et relu la Convention de 58, du 29 avril 58 sur la haute mer, la deuxième convention sur la haute mer et la conservation des ressources biologiques de la haute mer, toujours du 29 avril 58, pour reprendre celle de Montego Bay en 82, etc., vous constatez qu'on tourne toujours autour de ça. Vous avez tout le temps l'incontournable, ce principe de réalité qui vous disent attendez, là, mais non, mais il y a une primauté de la loi du pavillon en haute mer, il faut demander l'autorisation de faire quelque chose, etc., etc. Donc je crois qu'à un moment donné, tous ceux d'entre nous, et j'en suis, qui participons à des colloques, à des forums, à des conférences internationales où on parle d'un certain nombre de choses qu'il faut faire pour améliorer la gouvernance de la haute mer, il faut qu'à un moment donné, on se dise mais où en est-on dans la chasse au pavillon de complaisance et la coercition contre les pavillons qui ne respectent pas leurs obligations. Mathieu a rappelé qu'effectivement, il y a un grand nombre d'obligations qui reposent sur les États du pavillon. Elles ne sont pas mises en œuvre. Donc ce n'est pas un problème, je dirais, de non-droit. C'est un problème de non-application du droit. Donc il faut qu'un jour, dans les organisations, comme l'Organisation maritime internationale, comme à la FAO quand il s'agit de navires de pêche, etc., comme dans les organisations régionales de pêche, on puisse s'intéresser aux pavillons et au manque à leurs obligations des États du pavillon. Pas des États pêcheurs, mais des États du pavillon. Ça, je crois qu'il faut que vous gardiez ça en tête. Si vous ne mettez pas dans la liste des questions qui devraient être traitées prioritairement cette question du pavillon, je crois qu'on manque à 50-60% du diagnostic qu'il faut faire. Ça, c'est le premier point.